Voilà, bonsoir et ravi de vous retrouver. Non. Alors, j'étais juste en train de dire que du fait des grèves, hein, soit on est le jour de la grève, soit on est la veille, le lendemain, enfin, ça bouscule un peu notre agenda. Aujourd'hui, il y avait des problèmes de train, comme vous le savez. On a envisagé d'accueillir Alexandre Moix avec comme moyen de locomotion la voiture, mais ce n'a pas été possible non plus, puisqu'il y a aussi des problèmes de carburant. Donc, grâce à notre système de captation et à la liaison, vous êtes avec nous et on vous en remercie 1000 fois. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Bon, très bien. Eh bien, Voilà. écoutez, je vous remercie pour cette invitation numérique. Je suis vraiment désolé de ne pas être là, évidemment, c'est donc à cause des grèves et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le contact avec le public et d'être dans la salle de cinéma n'a pas la même saveur que de rester chez soi. Voilà. Et écoutez, en tout cas, je suis très content. Je pense que vous avez dû voir Coup de tête juste avant. Alors, une Donc, partie du public l'a vu juste avant. J'imagine que beaucoup d'accord. l'ont déjà vu dans d'autres contextes. Moi, ce que je voulais juste dire, et je vous passe la parole tout de suite, hein, c'est qu'on a fait le programme en fait l'an dernier, en 2022, au mois d'avril, de mai, de juin. Et en fait, le film que vous avez réalisé, donc vous êtes écrivain, vous êtes producteur, vous êtes réalisateur, scénariste, a été présenté au Festival de Cannes de l'an dernier dans la section Cannes classique où il y a à la fois des restaurations de films mais aussi des portraits d'acteurs ou de cinéastes. Et c'est un film qui nous a énormément emballé sur un acteur bien sûr profondément attachant qui a marqué une époque, qui a marqué le cinéma. Et peut-être juste une question, moi en regardant quand même votre biographie, j'étais surpris de voir que c'était pas le premier mais le deuxième film que vous consacriez à Patrick Devers. Donc juste un mot, et puis on aura le temps. Après, vous allez voir, le film est extrêmement riche. Hein, c'est un film qui dure 1 heure et demie. On apprend énormément de choses. Voilà, pourquoi un second film en fait? Alors, j'en ai même fait 3. Ah bon, 3, d'accord. Alors, Ouais. j'en ai loupé un au passage. Oui, Allez-y. alors j'en ai fait un premier qui s'appelle Patrick Devers, l'enfant du siècle. Et il y a un deuxième que j'avais fait chez Gaumont, La balade de Fairbanks. Et puis là, Ah oui, d'accord. je suis revenu avec un troisième parce qu'en fait, tout simplement, j'avais pas tout dit. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire sur des secrets de famille, sur. En fait, je voulais refaire un film sur Patrick Devers pour vraiment répondre à la question qu'on se pose tous depuis 40 ans, pourquoi Patrick Devers s'est suicidé. Et si on n'a pas les clés de son enfance, on ne peut pas connaître Patrick Devers. Et je ne pouvais pas parler de son enfance avant parce que sa maman était encore en vie et elle cloisonnait, elle tissait, elle montait des barricades contre une forteresse même, contre les secrets de famille. Et un jour, donc Lola, la fille de Patrick Devers que je connais depuis très très longtemps et très bien, m'a dit on attendra la mort de ma grand-mère pour que tu fasses à nouveau un vrai film sur le vrai Patrick Devers et sur tous ces secrets qui font que on comprend vraiment qui était Patrick Devers. Voilà, ça fait effectivement, c'est un film qui nous rappelle tellement de souvenirs et puis qui nous montre un personnage voilà, avec un destin tragique, mais qui en même temps, comme le film le souligne d'ailleurs, qui est aussi drôle, attachant, touchant. Voilà. Donc moi j'ai envie de prolonger l'introduction qu'on a faite tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez fait un premier film, vous avez commencé à nous expliquer que vous étiez en contact avec la deuxième fille qu'on voit pendant tout le film, hein, Lola. Donc c'est un film que vous avez construit avec elle. Donc au générique, il y a écrit un film écrit et réalisé par Alexandre Moix. Or, c'est un film qui est écrit à la première personne et on a l'impression que c'est Lola qui l'a écrit quelque part. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous avez travaillé avec elle sur l'écriture, puis même sur le projet global, j'imagine? Alors en fait, donc moi j'avais fait un premier documentaire qui s'appelait Patrick Devers, l'enfant du siècle, en 2002, donc pour les 20 ans de la disparition de Patrick Devers. Et j'avais rencontré Lola à cette occasion. Donc elle est dans le film en tant que témoin. C'est la première fois qu'elle parlait de son père. Et on est resté vraiment amis. C'est devenu une amie très proche, une copine. Hein. Et puis voilà, pendant des années, je lui ai dit que je sentais que j'avais pas tout dit. Moi, j'étais au courant de toute cette histoire qu'on voit dans le film.
ces histoires d'inceste et tout. Et elle m'avait dit, c'est pas grave, on le fera quand ma grand-mère sera plus là. Et en fait, donc il y a 1 an et demi, j'ai appelé Lola, je lui ai dit voilà ce qui serait fantastique, j'ai cette idée que tu parles de ton père à la première personne et que tu lui écrives une grande lettre d'amour en fait. Et elle m'a dit banco, je te fais confiance. Par contre, elle m'a dit moi je sais pas écrire, donc tu fais tout, moi je ferai la voix et c'est tout. Et du coup, ça a été super intéressant parce qu'il a fallu. Alors, c'est vrai que je connais Patrick Devers assez bien et je connais Lola très très bien, donc je connaissais son phrasé, je savais déjà tout ce qu'elle m'avait dit sur son père. Je savais comment elle voulait l'aborder, donc j'ai vraiment écrit. En fait, il a fallu que je me mette à sa place. J'ai écrit comme si j'étais Lola Devers. Et du coup, le film a été très scénarisé, c'est-à-dire que j'ai d'abord écrit la voix off, ensuite j'ai fait cette espèce de, comme tous les films d'archives, cette espèce de puzzle avec tous ces archives, et je lui ai donc soumis le scénario qu'elle a trouvé vraiment très beau et bouleversant. Elle a rien enlevé, elle a rien rajouté, elle a juste enlevé quelques noms, voilà, qui étaient cités à un moment donné dans son passage un peu de drogue et elle voulait pas citer certains noms, parce que je peux comprendre, parce que voilà, c'est pas un tribunal, hein, c'est un documentaire. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et elle m'a dit, bah voilà, maintenant, bien joué, on se revoit pour le jour de la voix off. Donc, je l'ai revu 8 mois plus tard et le jour J, on a enregistré la voix. Et ce qui était incroyable avec elle, c'est que elle a enregistré la voix. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait. Alors, elle était émue, mais plus que ça, je pensais que voilà, il fallait que je la prépare un petit peu et tout. Et en fait, elle est arrivée le jour J. On a regardé le film ensemble avec une voix témoin, parce qu'évidemment, il faut poser la voix pour construire le film. Et elle m'a dit bon bah ok, c'est bon, on va faire la voix. Et puis elle l'a faite d'une traite, c'est-à-dire qu'elle a fait la voix d'une traite. Et c'était une prise incroyable. Et justement, je voulais garder moi cette spontanéité. Je voulais pas refaire la voix. Parfois, il y a des mots qu'elle finit à peine, qu'elle écorche, et c'est ça qui est très beau en fait. Je voulais, alors c'est pas conventionnel. En général, on refait faire pour que ça soit absolument parfait. Moi, je voulais vraiment que ça soit sur le fil et que ça soit qu'on garde cette émotion. Et d'ailleurs, à un moment, je l'ai fait reprendre à la fin de la journée sur 1 ou 2 phrases et elle y arrivait plus. Voilà, l'émotion était passée à autre chose. Et elle le faisait vraiment après, comme ces 2 dernières phrases, elle les a fait comme un travail. Et en fait, j'ai pas du tout gardé la prise qu'elle a fait en dernier. J'ai gardé son côté très spontané, sa diction très spontanée. Alors quand vous le racontez comme ça a l'air très simple, mais quand même, quand on regarde le film, on a l'impression qu'il y a un travail d'enquête, quasiment, quand même, sur l'histoire intime, et même sur les relations, sur les sentiments, voilà, donc c'est ce que vous avez pu apprendre au fil des années de votre amitié avec donc Lola. Est-ce qu'il y a eu un travail complémentaire de recherche, d'autres témoignages? Comment finalement tout cela s'assemble? Un exemple, par exemple, on a quand même dans ce film, c'est ce qui est écrit à l'écran, des enregistrements inédits. Oui. Donc à quel moment vous récupérez ces enregistrements? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est elle qui vous les communique? Alors, pour moi, un film d'archives, c'est quand je fais un film en général, c'est une vraie quête au trésor, c'est une vraie recherche au trésor. Et dans mon premier documentaire sur Patrick Devers en 2002, déjà j'avais essayé de trouver des choses inédites et j'avais trouvé cette archive. À un moment, on la voit très très brièvement, très rapidement. Il y a Patrick Devers qui est chez lui avec une chemise à fleurs. Et c'est une interview qui dure 1 demi-heure en fait. Et Patrick Devers est dans son jardin. C'est une interview peut-être 3 jours avant sa mort. Donc c'est la dernière interview de lui filmée. Et j'avais retrouvé ça avait été totalement inédit. Ça n'avait pas été diffusé parce que comme Patrick Devers s'est suicidé, c'est un Québécois qui l'interviewe. Et le Québécois n'a pas voulu du coup diffuser l'émission. Et je l'ai retrouvé en fouillant il y a très longtemps dans des archives et ça avait été totalement. Donc j'avais construit mon premier film déjà avec cette archive.
Et là, je me suis dit, il faut vraiment des choses nouvelles. Et j'ai relu toutes les interviews qu'il avait données à l'époque au magazine Première, etc., dans des magazines, dans Ciné Revue également, un journal franco-belge. Et je me suis dit, mais en fait, moi-même, j'ai été journaliste et j'ai toujours conservé les archives audio des gens que j'interviewais. Je me suis dit, ça se trouve, les journalistes ont gardé des cassettes avec Patrick leurs interviews avec Patrick Devers pour écrire leurs articles. J'ai appelé Marc Esposito, que je connais, et puis le journaliste de Ciné Revue, dont le nom m'échappe là tout de suite, qui va me revenir. Je les ai appelés et je leur ai demandé si à tout hasard, ils ne possédaient pas les vieux enregistrements des interviews qu'ils avaient fait avec Patrick Devers. Alors, ils ont été assez étonnés, ils m'ont dit oui, chacun m'a dit j'ai plein de cassettes. Bernard Alès, le journaliste. Et oui, on a plein de cassettes, voilà, mais mais je pense pas, j'aurais dit est-ce que vous pouvez vraiment fouiller, regarder, et génial, bingo, ils avaient gardé des enregistrements de Patrick Devers, totalement donc inédits, c'est des bandes qui ont servi à leurs articles de presse papier, donc il y a beaucoup de off, donc beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées. Là, moi, je suis tombé sur des choses incroyables. C'est-à-dire qu'il y a une interview où Patrick Devers parle de lui de manière très intime, donc j'en cite un passage dans le film. C'est même beaucoup plus long, parce que ça dure une demi-heure, où il y a des choses qui sont assez étonnantes, que j'ai pas pu mettre, et sur son rapport avec ses filles justement, et voilà, donc c'est ce qui fait aussi moi c'est ce qui m'intéresse dans un documentaire. Après j'ai beaucoup moi c'est Patrick Devers, c'est quelqu'un qui m'a subjugué quand j'avais 17 ans. Je l'ai découvert d'un coup de tête, j'étais adolescent, et tout de suite il a parlé à mon adolescence, à ma jeunesse, et c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné. Et du coup, j'ai gravité autour de beaucoup de gens qui l'ont connu, donc Blier, Lelouch, enfin tous ces gens-là. Enfin Lelouch, je l'ai pas trop connu, mais tous en fait. Je les ai tous côtoyés, interviewés à de nombreuses reprises. J'ai connu Alain Corneau, Marie Trintignant, etc. Donc j'avais, on va dire, une bonne base de connaissance sur Patrick Devers. Et puis c'est quelqu'un que je ressens bien émotionnellement. Donc voilà. Alors, dans le film, vous filmez, en dehors de Lola, hein, qui est filmé, vous filmez 5 témoins, donc Francis Huster, Bertrand Blier, Jean-Jacques Hano, bien sûr, Brigitte Fossé, et j'en oublie un 5e, je ne sais plus, ça va me revenir. Comment vous les avez choisis? Et puis, il y a d'autres personnes qui sont encore vivantes et qui ne sont pas dans le film. Peut-être vous pouvez nous dire pourquoi elles ne sont pas là. Je pense à Gérard Depardieu, à Miu Miu ou à d'autres. Hein. Alors, au départ, le but du film, c'était vraiment de faire un tête-à-tête entre Lola et son père. Donc vraiment, qu'elle parle aux archives, en fait, qu'elle réponde aux archives, qu'elle s'adresse directement à son père. Dans une première version du scénario, il n'y avait aucune interview. Et puis après, je me suis dit que peut-être ça pouvait manquer d'avoir justement je voulais pas d'anecdotes, en fait. Parce que des anecdotes, on peut en avoir plein. Après, souvent dans les documentaires, c'est un peu truffé d'anecdotes et on n'apprend pas grand-chose finalement. On apprend des choses sur les tournages, mais on n'apprend pas grand-chose sur les personnages. Je voulais vraiment, moi, du psychologique, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'humain, quoi. Et donc, évidemment, j'ai été contacté ses plus proches amis. Évidemment, Blier était un incontournable absolu, parce que voilà, Les Valseuses, tous les films qu'on connaît de Blier, et puis ça a été le meilleur ami de Patrick Devers, en fait, son plus proche ami. Francis Huster, parce que du coup, voilà, il le raconte dans le film, c'était un très proche aussi. Jean-Jacques Hano, je connaissais cette amitié, mais pas à ce point. Oui, il parle très bien de lui, d'ailleurs. Il parle très bien. Très bien, très bien. Brigitte Fossé, évidemment, qui était tout le temps là avec lui, qui l'a suivi, il se voyait très souvent.
Alors il y en a qui n'ont pas et je voulais pas après tomber dans les scénaristes et je voulais vraiment rester dans le cercle très restreint de ses proches qui ont vraiment connu le personnage dans tous ses travers et qui puissent en parler sans tabou. Alors après il y a des gens qui ne veulent définitivement pas en parler. Donc Miu Miu que j'ai contacté, hein, qui ne veut pas parler de Devers depuis. Elle en a parlé une fois dans le film de Marc Esposito. Après, elle n'en a plus jamais reparlé. Donc c'est vraiment voilà, elle a une peine. Hein, je veux dire, c'était très dur pour elle. Et en même temps, bon, ils ont eu une fille ensemble. Et en même temps, ils n'ont pas vécu longtemps ensemble. C'est-à-dire que, enfin, le vrai mari de Miu Miu, c'est Jean Telet, en fait. C'est pas Patrick Devers. Patrick Devers, ils avaient 30 ans, ils se sont connus 2 ans. Voilà, ils sont pas restés 25 ans ensemble ou 30 ans ensemble, ils n'ont pas fait une vie ensemble, donc voilà, mais ça l'a marqué. Et Gérard Depardieu, que j'ai eu de nombreuses reprises au téléphone, m'avait dit oui au départ, et puis a dit non, puis oui, puis non, donc en fait un coup il était bourré, pas bourré, bourré, pas bourré. Il est très spécial. Et puis une fois, on a vraiment fini par discuter très longuement. Et bon voilà, je me suis aperçu qu'il m'a dit, hein, ils s'entendaient très très bien sur les tournages. Ils n'étaient pas du tout amis dans la vie. C'est-à-dire que Gérard Depardieu m'a dit, mais je veux pas. Pour moi, Patrick Devers, c'est pas la vie. La vie, c'est le vin, la bonne chair, c'est rigoler, c'est le soleil. Patrick Devers, c'était un cafardeux, c'était la noirceur. Moi, je parle pas de ça. Voilà. Donc après, voilà. Donc, et puis finalement, je me suis dit que bon, ça aurait été bien quand même d'avoir Gérard Depardieu, évidemment, mais finalement, ça donne la part belle à Patrick Devers qui parle de manière très émouvante de leur relation. Et finalement, c'est une façon aussi de laisser la place libre à Patrick Devers sans qu'il y ait l'écrasante présence de Gérard Depardieu. Bah, c'est ce qui est dit dans le film, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il est toujours derrière. Oui. Gérard Depardieu, là, pour une fois, dans ce film-là, il ne l'est pas, du coup. Oh non, voilà, c'est ça. C'est ça. Et la vedette, c'est Patrick Devers dans le film. Voilà. Il y a quelque chose qui est étonnant, en fait, dans la vie de Patrick Devers, c'est que c'est à chaque fois une redite de ses névroses d'enfance. Là, par exemple, sa relation avec Gérard Depardieu, c'est sa relation avec ses frères, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il le dit dans les archives, c'était le second, c'était le nul. Ses frères étaient meilleurs que lui. Lui voulait pas faire cette carrière-là. Il y avait cette compétition chez les Morin qui était terrible. C'était ah bah moi j'ai eu tel contrat, pas toi. Et c'était la compétition entre les gamins. Et finalement, Devers a une manière de se remettre à l'âge adulte dans toutes ses névroses d'enfance. Par exemple, voilà, cette compétition avec Depardieu, c'est une compétition qu'il a connue enfant, qu'il connaît par cœur, d'être le second et d'être écrasé par quelqu'un d'autre, par un frère, on va dire. Et là, un frère de cinéma. C'est de se remettre dans des situations à la limite de l'inceste dans Beau-Père. Enfin, voilà. Donc, alors qu'il a connu ça il a connu ça malheureusement de très près, et il se remet, il choisit quand même des rôles comme ça, ce qui est pas anodin. Et voilà, c'est ça qui est fascinant chez Devers, c'est qu'il ne se sort pas de ses névroses, il n'y arrive pas, et c'est presque un moteur, c'est presque une identité, un moteur de jeu. Alors, justement, vous évoquez Beau-Père, un peu évoqué Les Valseuses. Donc, vous avez fait un premier film en 2002, donc le second en 2022, donc il y a 20 ans qui se sont écoulés. Et c'est vrai que les séquences assez violentes, en fait, avec Miu Miu, les extraits hein, qu'on voit des valseuses où elle est giflée, elle est malmenée, elle est maltraitée. Et puis l'extrait, effectivement, avec la jeune fille de 14 ans, hein, de Beau-Père. Oui. On ne regarde plus ces images-là en 2022 comme elles pouvaient être vues en 1900, enfin, au moment de leur sortie, tout simplement. Vous, en tant que réalisateur, comment vous êtes décidé à les mettre et de quelle manière, etc. Est-ce que finalement, ça pouvait poser question sur l'image que ça donne de Patrick Devers? Alors moi, je fais pas d'autocensure. Les extraits sont jamais gratuits dans un documentaire.
sauf dans des documentaires où on veut montrer la filmographie d'un personnage. Moi, c'est voilà, je suis pas un réalisateur de documentaires qui aime faire des films filmographiques. J'aime creuser vraiment les personnages et les extraits correspondent à chaque fois à c'est presque des mini documentaires sur le personnage. C'est-à-dire que l'extrait va nous apporter une confirmation psychologique de quelque chose. Donc ces films, voilà, Patrick Devers a fait partie d'une génération qui a fait ces films-là. Ce sont des films qu'on verrait pour certains plus aujourd'hui. C'était important de les montrer parce que ça contextualise et ça montre aussi le cinéma qu'on faisait à l'époque, hein, les années 70-80, donc c'est un cinéma qui a existé. Il y a un moment pour la scène de Beau-Père, je me suis dit, voilà, je la mets, mais je suis sûr que ça va être retoqué par France Télé, ils vont me dire, mais non, c'est un prime time, c'est pas possible cette scène-là. Et en fait, non, c'est passé. C'est passé. Et finalement, ce qui a posé le plus de problèmes, c'est les scènes de série noire. Et non pas les scènes de dénudés. Qui sont très violentes, en fait. Oui. Oui. Où là, fallait vraiment mettre une mention interdit en salle, etc. Pour Beau-Père aussi, je crois. Hein, mais il y a eu des choix à faire. Enfin voilà, donc non, ça montre. Je voulais montrer dans ces extraits-là que Devers rejoue lui-même toutes ces névroses. Il n'arrive pas à s'arracher, à décoller de ce marasme de l'enfance, quoi. Dans Série Noire, ça montre effectivement qu'il a repensé la scène avec sa mère, avec Myriam Boyer dans La Baignoire, avec Ariel Besse dans Beau-Père. Ça illustre son côté très très ambigu et de ce qu'il a vécu et des rôles forts et puis des rôles. Patrick Devers est tout le temps sur le fil, comme ça. C'est un très très beau film, hein, Beau-Père. Hein. C'est un film qui est incroyable. Et alors, il y a un passage sur le fait qu'il a été nommé comme acteur et que finalement, il n'a pas été primé. Alors lui, il réagit en disant que finalement, c'est pas très grave, que c'est les gens qui jugent, ils n'ont pas besoin d'un jury. Néanmoins, c'est étonnant qu'il n'ait pas l'idée que ces rôles, qui sont assez transgressifs, quelquefois violents, pas toujours sympathique, un peu loser, c'est pas forcément sa prestation à lui qui est en jeu, c'est plutôt ses rôles qui font qu'il n'a pas de prix. Enfin, il me semble. Hein. Et finalement, c'est un peu ce que lui dit Depardieu quand il est avec Jean-Jacques Hano, j'imagine. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que Devers, à un moment, on le voit au Festival de Cannes où il dit ouais, de toute façon, les prix, je m'en fous. Il fait Mariole. Ça l'a marqué à vie, c'est-à-dire que ça a participé aussi à son suicide, c'est-à-dire que ça a rajouté une peine de plus, c'est-à-dire que Patrick Devers est un acteur qui est un personnage plutôt qui s'est senti pas assez aimé. Plein de gens qui l'aimaient, tout le monde, enfin beaucoup de gens l'aimaient, il était entouré de gens qui l'aimaient, mais pour lui c'était pas suffisant. Et alors évidemment, il n'a pas été aimé par ses parents. On le voit dans le film. Miu Miu le quitte, donc les femmes l'aiment pas. Et finalement, de pas avoir de prix, c'est que le public l'aime pas et le monde du cinéma l'aime pas. Donc il le ressent vraiment comme ça. Et c'était vraiment une plaie énorme. C'est-à-dire qu'il s'en est pas vraiment remis de ça. L'échec à Cannes, enfin tout. C'était évident qu'il aurait dû avoir le prix d'interprétation pour tout le monde. Hein. On pensait tous que Patrick Devers l'aurait. Il l'a pas eu. C'était vraiment pour lui quelque chose de dur. En plus, il rêvait de faire une carrière aux États-Unis, comme tous les acteurs français. Il adorait Dustin Hoffman et Pacino, et il s'est dit après Cannes, je vais peut-être pouvoir faire des films aux États-Unis. Du coup, voilà, il est resté en France. Et après toute cette série de César qu'il a jamais eu, c'est une claque à chaque fois. C'est que tous les ans, quasiment tous les ans, il était nommé au César et il l'avait pas. Et il y a une année pour Série Noire, toujours où il aurait dû avoir le prix d'interprétation à Cannes. Il était nommé au César, il l'a pas eu. C'est Claude Brasseur qui l'a eu, un autre film. Et je crois que Claude Brasseur, dans mes souvenirs, va sur scène et dit bon voilà, c'est moi qui l'ai, mais en fait, c'est Patrick Devers qui aurait dû l'avoir pour Série Noire. Enfin, tout le monde le savait. Et
il n'a pas compris. Pour lui, c'était un vrai désaveu, un vrai désamour du monde du cinéma, en fait. Il s'est senti rejeté. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle sur ce film Vous avez eu la chance d'avoir 1 heure et demie, ce qui est pour un documentaire formidable, parce que vous avez quand même eu le temps comme ça, de dérouler une histoire qui est assez complexe, finalement. Alors, des questions, des réactions. Moi, j'ai une question peut-être sur Lola, parce que vous avez parlé de l'écriture, mais vous l'avez faite jouer. Donc, ça, comment ça se passe quand même? Parce que ça doit être très particulier comme mise en scène, quoi. Alors, de scène à mettre en scène, quoi. Elle joue pas, en fait. Enfin, elle joue pas, elle est en situation, en tout cas. Elle est en situation, mais c'est quelqu'un qui elle est super naturelle, elle est super gentille, elle est vraiment incroyable. Et en fait, ça, c'est pas dit dans le film, parce que voilà, mais il y a une chose qui est très belle dans ce documentaire, c'est que Lola je lui dis, écoute, tel jour, on va tourner chez toi, avec toi. Elle me dit d'accord, et j'aurai une surprise un trésor à te montrer, qu'on va découvrir ensemble. Et je suis arrivé, et au début, vous savez, il y a cette boîte où elle sort des photos. Au tout début du film, des pages de scénario, des photos. Et en fait, cette boîte, elle ne l'avait jamais ouverte. Et elle me dit, j'ai ça depuis des années. C'est un huissier qui, un jour, avait vendu plein d'effets personnels de Devers dans une vente. Il avait vu ces photos avec des petits mots et des photos de bébé de Lola avec cet album. Et en fait, il a fait quelque chose qui normalement, déontologiquement, un huissier ne doit pas faire. Mais là, il s'est dit, je peux pas faire autrement. Il a appelé Lola. Il a contacté Lola. Il lui a dit, j'ai retiré de la vente moi-même cette caisse parce qu'elle doit vous revenir. Elle doit pas aller chez quelqu'un d'autre. Et elle en a hérité. C'est le seul héritage qu'elle a de son père. Et cette boîte, elle l'avait gardée. Elle n'a jamais pu l'ouvrir. C'est-à-dire que l'huissier lui a dit, il y a des photos de vous bébé et tout. Et elle n'a jamais voulu voir des photos, tout ce qu'il y avait dedans. Et quand je suis arrivé, elle a ouvert pour la première fois cette boîte. On l'a ouvert ensemble, en fait. Et alors après, on l'a rejoué, si vous voulez. Donc, mais voilà, c'est la première fois elle se voyait bébé avec son père, dans les bras de son père. C'était assez émouvant. Et après, du coup, on a rejoué la scène. Et après, voilà, elle est très malléable et elle est vraiment super, quoi. Alors, sur ces histoires de famille, il y a des questions éventuellement, évidemment, qui ne sont pas dans le film, mais qu'on peut se poser. Vous avez parlé, bien sûr, de la mère, du père, mais il a quand même 4 frères, une sœur. Il y a simplement cet esprit de compétition, il n'y a rien d'autre qui... Non, ils étaient... Enfin, Devers était pas... C'est le seul à pas être du même père, en fait. Oui. Donc, il l'a su très tard, on lui a menti. Enfin, et ce qui est terrible, c'est que cette photo du père existait. Il l'a jamais vue, il l'a réclamé, il l'a demandé. Sa mère elle lui a dit. Elle a fini par lui dire, c'est ton père, il s'appelait un tel. Est-ce que tu as une photo de lui? Non, non, j'ai pas de photo de lui. T'es sûr? Non, non, j'ai pas de photo de lui. Et elle l'avait planqué dans un tiroir et elle l'a publié dans un livre de souvenirs 5 ans après la mort de Devers, quoi. Donc non, c'était une famille, c'était du lourd, quoi. Des compétitions, l'inceste. Alors les autres frères et sœurs ont subi le même sort. Enfin pas la sœur, mais tous les autres frères de Patrick Devers ont subi le même sort. C'est-à-dire, ils ont une vie difficile. Ils ont été sexuellement agressés. Alors ça, c'est pareil. Le deal avec Lola et moi aussi, de toute manière, je ne voulais pas citer la personne dans le film, ni la montrer vraiment, alors on devine tous qui c'est. Hein, je pense que vous avez deviné qui était l'agresseur, le violeur. Mais voilà, j'ai fait en sorte que tout soit vraiment sur le fil, tout soit sur vraiment avec de la dentelle, quoi, et qu'on comprenne sans voir, sans entendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle?
Oui, j'arrive. Bonsoir, merci beaucoup Bonsoir. pour ce film qui était extraordinaire. Et je voulais savoir ce qu'étaient devenus les frères, justement. Bon, il y a Léon Morin, il est devenu prêtre, je crois, mais... Et les autres, je sais pas, ils ont fait une carrière, ils en ont... Alors, les deux grands sont décédés. Alors, ils étaient tous comédiens, en fait, hein. C'est dit dans le film. Ils ont fait... Et Devers est le seul qui a percé, en fait, hein. Après, s'il y en a un, le grand... Le deuxième a fait beaucoup de... Pendant un temps, a été assez connu. Oui, ils étaient tous connus comme les Morins, hein. Mais ils ont fait beaucoup de séries, beaucoup de post-production donc de voix. Ils prêtaient leur voix à des acteurs américains, etc. Devers aussi, il l'a fait. Par exemple, c'est la voix de Dustin Hoffman dans Le Lauréat, c'est Patrick Devers. Il a fait d'autres voix comme ça. Et en fait, il y a Dominique Morin, donc le frère préféré de Patrick, le petit blond, qui est juste en dessous de lui. Et lui, on le voit parfois dans des films avec Louis de Funès voilà. Et je sais qu'il joue dans Les Grandes Vacances, par exemple. C'est un des personnages. Donc en fait, non, ils n'ont pas fait une grande carrière. Jean-François, le tout petit qu'on voit dans le film, là, qui dit qu'il joue Victor Hugo. Lui, il est encore en vie. Il a fait du théâtre. Voilà. Dominique Morin est encore en vie aussi. J'ai jamais eu de retour de leur part. C'est une famille très particulière. Lola m'avait dit surtout d'adresse. Je les connais, hein, j'en avais rencontré certains, mais elle m'a dit pour ton film là, tu t'éloignes d'eux, tu leur en parles même pas, ça va être une grosse galère. Donc voilà. Et puis la dernière, je la connais pas. La sœur de Patrick Devers, elle est très 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 spéciale, hein, apparemment. Et il y a une anecdote qui est, la plus belle chose qu'on m'ait dit sur le film, c'est Lola qui, en fait, nous sommes allés au Festival de Cannes, donc on a monté les marches avec Lola et Brigitte Fossé. Enfin, c'était très très émouvant parce que Brigitte Fossé était allée à Cannes pour Un mauvais fils avec Patrick Devers, qu'elle m'a dit ça me fait drôle d'être maintenant avec Lola, qui lui ressemble beaucoup physiquement. Et donc, parce que Lola n'avait pas vu le film avec sa voix posée. Et à Cannes, c'est la première fois qu'elle le voyait. Donc, on voit le film et elle ressort bouleversée. Et elle me dit, grâce à toi, je vais enfin peut-être parler de mon père en disant mon père. Voilà. Et plus Patrick Devers. Et peut-être même, je vais pouvoir dire papa. Parce que, alors, je lui fais dire, mais elle a eu beaucoup de mal. Parce que c'est un mot qu'elle a jamais su dire. Elle dit toujours Patrick Devers, en fait. Ça, c'est assez curieux chez Lola. Voilà, elle avait 2 ans et demi quand il est mort. Donc, pour elle, c'est l'acteur qu'on connaît tous. Il y a plein de gens qui le connaissent 10 fois mieux qu'elle. Donc, pour elle, c'était plus dur après qu'avant. Le film a été plus dur après qu'avant. Une fois qu'elle l'a vu, voilà. Dans les interviews, elle se défendait de dire que c'était son film, que elle n'est pas légitime par rapport à son père. Et je me souviens que Brigitte Fossé, parce qu'elle voulait partir après la séance, et Brigitte Fossé l'a rattrapée en lui disant maintenant t'arrêtes, tu assumes d'être la fille de ton père qui était génial, toi aussi t'es une très grande actrice et tu es légitime pour être la fille de ton père, donc maintenant tu es Lola Devers, stop quoi. Et j'ai entendu cette discussion entre elles et ça a été très émouvant. Et Lola était très... voilà. Alors oui, effectivement, ça a dû être un grand moment comme il y en a au Festival de Cannes, évidemment. Ouais. Alors il y a eu un autre grand moment qui était... on a diffusé le film à la Cinémathèque de Paris en avant-première, avant le passage à la télé. Et là, c'était très émouvant parce que dans la salle, il y avait Claude Lelouch, il y avait Blier qui était là, j'étais à côté de lui. Il y avait Annie Dupéré avec qui il avait joué, il y avait Brigitte Fossé, et il y avait Sota,
sa première femme, en fait, là, avec qui il avait été vraiment marié, qui était là aussi. Donc, il y avait quelques personnes comme ça qui l'ont extrêmement bien connu. Sota est venue à la fin, me dit, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a regardé, elle m'a dit, enfin, voilà, enfin, tu l'as dit, t'as tout dit, c'est fait. Enfin, ça voulait dire ça. Et ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a bouleversé parce que je pense que beaucoup de gens de son entourage attendaient qu'un film comme ça se fasse, où enfin on dit tout, quoi. Que les choses soient dites. Ouais, voilà, les choses sont dites. Et le enfin de Sota était très puissant. Alors, vous avez également fait un portrait de Jean Renoir, un portrait de François Truffaut, donc vous êtes aussi intéressé à des réalisateurs. Quand on regarde ce film, on a vraiment l'impression que finalement, il est presque co-auteur des films dans lesquels il joue, compte tenu du fait qu'il donne une dimension très forte, très puissante, qui vient de lui. On imagine que certains des films, comme Série Noire en particulier, ça aurait été joué par quelqu'un d'autre. Le film n'aurait pas du tout... Enfin, on peut dire ça de beaucoup de films, mais c'est en regardant tous les extraits comme ça, on a cette impression de puissance de jeu un peu exceptionnelle. Hein. C'est Brigitte Fossé qui parle de génie, je crois. Dans quelle mesure, alors vous le dites un petit peu évidemment, hein, mais dans quelle mesure ces réalisateurs, je pense à Claude Sautet, à Bertrand Blier, Jean-Jacques Hano, connaissaient Patrick Devers et donc les choisissaient en ayant intégré le fait qu'il avait une vie difficile et que du coup ils allaient pouvoir l'exploiter en quelque sorte. Ah, complètement. Et c'est dit dans le film, hein, et Blier le dit, hein, on s'en est tous servis. C'est-à-dire que Corneau, il y a plein d'archives où Corneau dit, si Devers n'avait pas voulu faire le film, je ne faisais pas Série Noire. Enfin, c'est clair et net. Blier, il y a plein de films qu'il n'a pas pu faire derrière parce que les scénarios étaient pour Patrick Devers. Ou alors qu'il a fait mais avec d'autres acteurs et on voit que voilà, il y a effectivement on voit Devers. Yves Boisset aussi, il va faire d'autres films qu'il a dû annuler. Enfin voilà, il y a toute une série de films qu'on n'a pas pu faire après le suicide de Patrick Devers, hein, parce qu'il incarnait quelque chose d'exceptionnel, une authenticité absolue. Effectivement, ils en ont joué, hein, et Devers y allait franchement, hein. Il a jamais refusé les rôles, donc lui-même sentait que Devers ne joue pas en fait. Patrick Devers ne joue pas. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit si, il jouait quand même. Oui, évidemment, en fait, il se rejouait. Mais tous ses sentiments, il les avait engrangés. Il avait plus qu'à les recracher. Il met vraiment sa peau sur la table. Hein. C'est vraiment passe caméra, quoi. Et pour replonger dans ses souvenirs avec la scène de la baignoire dans Série Noire, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et ses rôles l'abîmaient. C'est-à-dire que quand je suis tombé sur plein... Il le dit, oui, il le dit dans le film. Ah oui, et il y a des interviews, il le dit, il dit voilà, je rentre chez moi et j'ai du mal à m'en remettre et en fait, tout ce qui est noir dans un rôle me poursuit pendant des jours et des jours, déjà sur tout le tournage, même encore après. C'était très dur de se remettre de Franck Poupart dans Série Noire, mais même du film de Claude Sautet, Un mauvais fils, et tous en fait, hein, tous. Ils se mettaient dans un état pas possible avant le film pour préparer ses rôles, et puis il avait beaucoup de mal à en sortir. Alors, et il en sort. Oui, pardon. Non, allez-y. Oui, mais ça va dans le sens de ce que vous dites. Alors, quand on regarde les films avec, les films dans lesquels il joue, avec les extraits que vous avez retenus, il y a quand même en filigrane beaucoup de violence, hein, même si aux commentaires vous parlez notamment du fait qu'il avait beaucoup d'humour. Par ailleurs, voilà, notamment on le voit au Café de la Gare, par exemple. Est-ce que finalement, vous, dans les choix que vous avez fait d'extraits, vous avez le sentiment d'avoir été fidèle à sa filmographie ou peut-être avoir accentué
cet aspect assez violent parce que ça correspondait à sa personne plus qu'à sa filmographie. Voilà, il faudrait, j'ai pas tous les films en tête, etc. Mais c'est l'impression qui ressort quand même du film. C'est quand même des gestes, voilà, quelqu'un de très impulsif, très colérique. Et tout à fait. Est-ce qu'en gros j'ai orienté un peu la noirceur de l'accent, on va dire, sans orienter, mais un peu mis l'accent. Non, en fait, c'est que quand vous regardez tous ces films, déjà il a fait très peu de comédie. Il a fait Psy de Broca, et en fait, et puis d'autres. Il a fait des films italiens, et les films sont vraiment pas bons. C'est-à-dire qu'il est pas. La clé sur la porte. Il est pas. Oui, alors La clé sur la porte, c'est un très beau film qui est malheureusement pas distribué. On le trouve pas en DVD. Un film de Yves Boisset qui est magnifique avec Annie Girardot. Annie Girardot, où il joue une espèce de médecin de nuit. Le film est sublime et il est ni violent ni drôle, c'est juste une comédie. C'est pas une comédie, c'est un film de vie en fait. Et il est vraiment très beau dans ce film. Il est touchant, il est perdu aussi. Enfin, il joue, voilà. Et Devers, c'est Blier qui le dit. Voilà, je pense. Peut-être dans la salle, il y a peut-être des gens qui l'ont vu à l'époque au Café de la Gare. Il paraît qu'il était extraordinaire sur scène, d'improvisation et drôle. Et je pense que c'est quelqu'un de très drôle, hein. Mais au fond, en profondeur, voilà, ses rôles, c'est vraiment. Je crois qu'un de ses plus beaux. Enfin, pour moi, le rôle. Tous les réalisateurs qui me le disent et tous les gens qui ont très bien connu Patrick Devers me le disent. Coup de tête, c'est vraiment le film où il y a toute la palette de Patrick Devers. Il est à la fois impulsif, violent, cynique, drôle, angoissant, il fait peur, il impressionne, il y a tout Devers. C'est presque un documentaire sur Patrick Devers, coup de tête. Il y a vraiment tout. Même Blier m'a dit coup de tête. Alors il est très impressionné par Série Noire, mais ces coups de tête où il me dit il y a tout Devers, on voit tout Devers, quoi. Le côté impulsif, le côté voyou, canaille, voilà. Et je pense que c'est vraiment sa personnalité en fait. C'est pas anodin qu'il ait eu ses plus grands succès avec des films où il est le plus lui-même. Série Noire, Un mauvais fils, des films où il est moins lui-même, sonne un peu plus faux. Et alors, une question quand même, c'est le fait... Il est malheureusement prisonnier de lui-même, en fait, Patrick Devers. Son rêve aurait été de s'en sortir de lui-même, de cette impulsivité, de cette violence, mais ça devait pas être drôle, pour avoir discuté un petit peu avec Lola, et qui connaît très bien Miu Miu, et j'ai discuté aussi un peu avec Miu Miu. Je pense que ça devait pas être drôle du tout de vivre avec Patrick Devers. Peut-être au début, mais après, très rapidement, dans un couple, je pense qu'il devait être assez violent. Alors, il y a effectivement la très forte adéquation avec des personnages, avec des réalisateurs. Mais il y a peut-être au fond quand même, surtout, le fait d'être en adéquation avec une époque. C'est-à-dire que le milieu des années 70 jusqu'au début des années 80, finalement, il a un peu incarné la jeunesse de cette époque. Est-ce que lui en avait un peu conscience de ça, vous pensez, ou pas? Ah oui, je pense. Il le dit un peu dans le film. Oui, je pense. Parce qu'à un moment, moi, il y a une archive que j'ai pas montée où il dit... ouais, de toute façon, avec Gérard, c'est bon, on est Belmondo de long, c'est fini, ça y est, on arrive, on les remplace là. Et c'est vraiment ça, je pense qu'il y a c'est un peu le miroir en face. Il y avait de côté de l'Atlantique, il y avait Pacino et De Niro, et c'est un petit peu le pendant français, Patrick Devers et Depardieu. C'est vraiment la nouvelle génération d'acteurs. Dans des films complètement libres, avec de jeunes réalisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il adorait. Le film de La meilleure façon de marcher, c'est grâce à Devers, s'il existe. Claude Miller avait absolument pas d'argent pour le faire, enfin très peu. Et Patrick Devers a renoncé à être payé.
C'est-à-dire qu'il l'a fait quasiment, pas gratuitement, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il a renoncé à son cachet, il a pris peut-être un pourcentage après, mais il a été très très peu payé. Il a eu un tel coup de foudre pour le scénario qu'il a dit je le fais. Et en plus c'est un jeune gars. Et alors, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je crois pas. Il n'y a pas d'extrait de La meilleure façon de marcher. Non, ça c'est surprenant parce que c'était un rôle très important. Ouais, alors après voilà, je pouvais pas montrer tous ces films, ça c'est un choix. Dans un premier montage, il y avait un extrait, et puis après, vous savez, une question de rythme et de dynamique dans un film. L'extrait que je voulais était trop, je sais pas, ça marchait pas en fait. Ça faisait trop long. Il y avait un tunnel de, vous savez, l'équilibre d'un film, c'est surtout dans le documentaire, c'est très fragile. C'est-à-dire que le fait de rajouter 1 minute d'un extrait pendant tout, là où quand je montre un petit peu tous ces films, casser le film, c'est-à-dire que d'un coup ça devenait très très long en fait, et de retirer juste l'extrait, plaf, ça, il y a un côté magique qui fait qu'on respire, et voilà, il y a la radio qui dit qu'il a fait ce film et qu'il enchaîne sur d'autres, et en citant quand même le film. Voilà, donc après c'est vraiment comme c'est des choix de narration. Ouais, c'est comme de la musique, un documentaire, enfin voilà, un film en général, c'est avant tout un rythme. C'est tenir 90 minutes sans qu'on puisse se lasser, donc c'est voilà. Un grand merci Alexandre Moix. Merci beaucoup. Merci à vous, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis vraiment à votre disposition. Alors j'avais demandé s'il y avait... Ah ben si, il y a une dernière question là-haut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Parce que je vois... la génération un petit peu dans la salle, et c'est un peu la génération Patrick Devers ou juste après Patrick Devers. Est-ce qu'il y a des gens qui allaient voir ces films en salle à l'époque de son vivant? Oui. Bon, alors moi j'ai une question à vous poser et puis après une idée comme ça à vous soumettre. Dans la question, c'était... Pourquoi vous n'avez pas interviewé l'autre fille de Patrick Devers, Angèle? Et une idée, le jour où vous aurez envie de faire un film de fiction, vous avez un sujet tout trouvé dans cette mère terrible qui était la mère de Patrick Devers. Parce que il y a eu une époque où à Paris, elle prêchait à Radio Notre-Dame aussi. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Moi, je m'en souviens. Oui, tout à fait. Bon. Alors, pour répondre à votre première question... Et pour vous répondre au niveau de... est-ce que vous avez vu les films de Patrick Devers? Oui, j'ai même été au théâtre... Au Café de la Gare. Au Café de la Gare. Je me souviens très très bien de Coluche, de Miu Miu, mais absolument pas de Patrick Devers. Pour moi, il est apparu sur les écrans avec les valseuses. Voilà. Donc voilà, donc c'était Angèle ma question, et vraiment oui. la mère, elle vaut un film. Hein. Alors pour vous répondre sur la première question, Angèle que je connais aussi n'a jamais voulu parler de son père. Donc elle pareil, elle a lu le scénario parce que voilà, moi quand je fais les films, un film sur quelqu'un, que ce soit sur Truffaut ou autre, je veux mettre ses plus proches dans la famille, je veux les mettre au courant. Je déteste faire les films dans le dos des gens, je trouve ça insupportable. Et donc du coup, elle était au courant, Mimi était au courant, ils ont lu le scénario, ils ont rien dit. Voilà. Je crois qu'Angèle a vu le film, je sais pas si Mimi l'a vu, mais Angèle est très très gentille, mais elle est très discrète, elle veut pas parler de son père. En plus, elle l'a évidemment beaucoup plus connu que Lola, mais comme en plus elle a été élevée par Julien Clerc, qui l'a adoptée, voilà, je pense que par respect pour Julien Clerc. Après, je sais pas, voilà, elle veut juste pas en parler. Et puis sur le sujet de Mado Morin, oui. Alors c'est marrant parce que je suis en train d'écrire justement un biopic sur Patrick Devers. Ah, une fiction donc. Une fiction. Et moi, alors, j'ai bien connu Mado Morin, hein. Je l'ai très très bien connu. J'ai fait plusieurs séances de films avec elle, de rétrospectives Patrick Devers et tout. Avant de connaître Lola, d'ailleurs, j'ai connu Mado Morin. J'ai été dans sa maison de campagne où elle m'a montré des photos, des trucs
faisait Devers, il peignait très bien. J'ai d'ailleurs croisé une fois le fameux beau-père de Patrick Devers, mais Mado Morin, j'ai très vite compris qui était le personnage. C'est-à-dire que elle a fait de son fils, une fois mort, elle a fait de son fils icône. Elle allait prêcher partout pour lui. Il y avait Dieu et son fils. Sauf que voilà, il y a un moment, elle était terrible. Hein. Elle était terrible. Je sais que Lola la déteste, enfin la détestait. Et alors ça c'est marrant aussi. Lola m'a dit grâce à toi, je vais enfin pouvoir. Elle me dit le nombre de personnes dans le cinéma qui me disent ah mais Mado Morin, c'était ta grand-mère, on adorait Mado Morin. Hop, excusez-moi, je reviens. Voilà. On adorait Mado Morin et Lola, elle leur dit mais attendez, ne parlez pas d'elle, surtout pas quoi, on va pas être copains. Et donc elle m'a dit c'est bien parce que ton film du coup va permettre que on me lâche avec ce genre de remarques. Bon, vous en avez dit un petit peu sur le biopic, on a envie évidemment d'en savoir plus, mais c'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas. Oui, c'est très tôt, très tôt. Ouais. Bon, ça nous fera une bonne raison de vous réinviter. Mais j'ai déjà trouvé l'acteur, qui est un acteur incroyable, je ne dirais pas qui c'est, mais qui ressemble à Patrick Devers comme deux gouttes d'eau. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est Patrick Devers, quoi, en fait. Il a la même fossette, il a tout, c'est un truc de fou. Bon, mais on a hâte alors, on a hâte. Et cette fois-ci, j'espère bien que vous serez là avec nous. Ouais, mais c'était malgré tout un grand plaisir de vous écouter. Vous parlez très bien, merci évidemment, beaucoup, de lui. Ouais, encore désolé de pas avoir pu être là. C'est vraiment contre ma volonté, parce que j'aurais vraiment bien voulu discuter avec vous en vrai. Voilà, mais écoutez, on s'est arrangé. Voilà. Merci, bonne chance. Merci beaucoup, en tout cas. Merci vraiment pour votre invitation. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.